Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire qui a pour sujet le SIRH. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouviez me répondre sur le chat que vous trouverez à droite pour savoir si on peut commencer, si vous m'entendez. J'attends vos réponses pour pouvoir continuer. Est-ce que vous m'entendez? Si vous pouviez nous répondre sur la droite. Je ne vois pas de réponse. Y aurait-il un problème de son? Est-ce que vous nous entendez? Voilà, j'entends. Julie, merci. Merci de nous avoir répondu. Donc, si vous m'entendez, Julie, je pense que les autres participants m'entendent aussi. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais d'abord donner quelques petites règles concernant ce webinaire. On va prendre vos questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à les poser dans le chat qui est à votre disposition et on vous y répondra à la fin de ce webinaire. Vous pouvez noter ce webinaire, cette présentation à l'issue de ce webinaire et vous abonner à nos chaînes RH et Finance. On va pouvoir commencer. Donc, je suis Rabia Ider, responsable marketing France de Talentia et je serai accompagnée sur ce webinaire de Thierry Jourdan, notre expert RH. La thématique qui nous rassemble aujourd'hui est le SIRH et ses complexités, et notamment les complexités liées à la gestion de la paye. On va se poser ensemble une question aujourd'hui, c'est le SIRH et les services. Est-ce que c'est une obligation ou pas? On va vous laisser répondre, donner votre avis à la fin de ce webinaire. Nous, on a des convictions que je ne vais pas partager maintenant tout de suite avec vous, mais Thierry va vous les partager. Donc, je vais laisser la parole à Thierry pour partager cette présentation. Merci à tous. Donc, bonjour. Alors, je réitère nos remerciements de vous être connectés à ce webinaire. Et donc, effectivement, le sujet, c'est ça. C'est un SIRH, il est là pour rendre service. Il est là pour rendre service et vous aider à faire face à la complexité RH multidimensionnelle. On aura un petit slide là-dessus. Mais finalement, la vraie question à se poser, c'est un SIRH, finalement, c'est un outil. Est-ce qu'un outil est suffisant aujourd'hui pour vous apporter une solution qui peut vous rendre plus efficace, plus efficient et vous accompagner dans vos pratiques? C'est tout l'enjeu de ce webinaire. Après, on verra si on a réussi à vous convaincre, en tout cas à partager nos convictions, mais c'est une autre histoire. Donc oui, alors rapidement le sommaire, classique. Dans un premier temps, on va poser la problématique. Donc cette complexité RH qu'il faut arriver à simplifier, en tout cas pour apporter l'efficience. Bien entendu, on vous présentera notre vision de ce que c'est qu'un SIRH moderne. Alors, il se trouve que c'est celui de Talentia, mais bon, c'est parce qu'on est convaincu que ce qu'on fait est bien. J'espère que vous serez convaincus également. Et au-delà de ça, on vous apportera une conviction qu'au-delà d'une plateforme applicative, avant tout, ce qui est important, c'est de vous apporter une solution qui est une plateforme de service pour faire face à la mouvance, et notamment à la mouvance d'un cœur du SIRH, qui est souvent la paye. Et puis, on fera juste un petit zoom sur Talentia, qui nous sommes. Parce que on est une ADN d'ingénieur, donc on a un petit déficit de notoriété. Donc, si vous êtes connecté, j'espère que vous vous connaissez. Mais je veux dire, il est important d'avoir 2-3 chiffres sur Talentia, vous verrez, c'est intéressant. Donc, allons-y. RH, complexité multidimensionnelle. Mot compliqué, mais de quoi parle-t-on? C'est vrai que vous devez faire face à quoi? Déjà, le système d'information RH, il est au cœur de la problématique. Une problématique qui est, à chaque fois que maintenant il y a une modification, que ce soit sociale ou fiscale, forcément il y a une incidence dans les SIRH. Si on va même au-delà, alors puisqu'on est en France, on va parler de la problématique française, vous voyez, même le législateur en France s'est mêlé d'un truc qui pourrait être purement RH, mais des entretiens des entretiens professionnels. C'est un peu étonnant. On aurait pu se dire, non, ça, c'est aux entreprises de voir si elles veulent faire passer des entretiens d'évaluation de performance, de compétences. Visiblement, Manon, dans le cadre d'une réforme de la formation il y a 3-4 ans,
ben, le législateur est allé même jusqu'à légiférer sur la gestion des entretiens professionnels pour pousser les entreprises à faire de la mobilité, de la formation, voire de l'évolution. Donc c'est assez intéressant que cette complexité souvent est issue d'une contrainte poussée par le législateur. En tout cas, vous devez y faire face. Au-delà de ça, il y a des tendances, il y a des nouvelles tendances. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'histoire du Covid, on a connu cette tendance, ce sujet sur les nouvelles modalités de travail. Voilà, télétravail, distanciel, présentiel, télétravail ou dans les bureaux, etc. Vaste débat. N'empêche, c'est révélateur d'un changement profond sur comment rentrer le collaborateur dans un mode collaboratif. Et ça a forcément un impact sur les systèmes d'information RH. Vous voyez, c'est une pratique RH qui impacte le système d'information. Donc, votre organisation, elle doit être agile en permanence pour faire face à ces nouvelles tendances et voir si elles sont applicables à vous ou pas applicables à vous. Voir si vous passez dans une phase de test and learn. OK, j'ai une nouvelle pratique. Par exemple, vous voulez mettre en place la cooptation ou une cooptation ouverte. Donc, je sais pas si ça marche, je la teste, je vois, ça marche, je laisse, ça marche pas, c'est pas sur autre chose. Et de plus en plus, on vous demande au RH d'avoir une organisation extrêmement agile. Je vous parle même pas de la conformité réglementaire, où là, on vous demande rien, on vous l'impose. Alors, c'est pas votre direction générale qui vous l'impose, hein. C'est le législateur qui vous l'impose. Et vous la subissez. Et là, effectivement, je reviens sur le Covid, quand même en 15 jours, il a fallu mettre en place des nouvelles modalités des arrêts maladie, où à la place d'en avoir un, il y en avait 4. Puis 15 jours après, on a resimplifié pour passer ça en chômage partiel. Donc, alors, c'était extrême, c'était une situation qui va, j'espère, pas se reproduire tous les 4 matins, mais c'était assez intéressant de voir comment, avec son système d'information, il fallait faire face à cette contrainte réglementaire subie avec une agilité extrême. Après, il y a un autre aspect aussi des questions. Souvent, dans les entreprises, on parle d'équité. Le collaborateur aujourd'hui, de plus en plus, il cherche un sens à son travail et surtout, il cherche pas à être traité d'une manière égalitaire, il cherche à être traité d'une manière équitable. S'il n'y a pas d'équité dans l'entreprise, ça défavorise l'engagement. Et la première équité, c'est tout bête, j'allais dire. C'est être sûr que les processus RH soient déployés d'une manière homogène. Et avec l'ère des self-service, on a commencé à voir ça. C'est-à-dire à structurer les processus, à mettre des workflows, ça a créé une homogénéisation des process. Voilà. Vous voyez l'alliance de un truc tout bête, hein. Équité, homogénéisation des process, harmonisation dans le système d'information. En tout cas, voilà. Ça, c'est une complexité auquel il faut faire face. Sans parler de la sécurisation, parce qu'on vous manipulez quand même des données qui sont extrêmement sensibles. C'est des données de rémunération. Voilà. On n'aime pas que sa fiche de paye se balade dans la nature quand même. Donc l'aspect sécurisation est extrêmement importante, d'autant plus, je reviens à l'utilisateur, c'est qu'elle est de plus en plus protégée, notamment dans le cadre de la RGPD. Et après, toute cette complexité, tous ces impacts entre vos pratiques, votre organisation, le législateur, la loi, comment je mets ça dans les CRH, on peut se poser la question combien ça coûte. D'où l'importance d'avoir un CRH en permanence qui soit pas je le pose à un moment donné puis je laisse vieillir, parce que si je fais ça, petit à petit, sa pertinence va baisser. Donc, comment ce SIRH en permanence, je le rends dans un cercle vertueux pour qu'en permanence, il y ait le bon rapport, j'allais dire, qualité-prix. Donc, tout ça, c'est les questions auxquelles il faut que vous répondiez. Voilà, parce que c'est pas les tendances, c'est des contraintes ou des enjeux qui se posent à vous. Donc ça, c'est la problématique. Donc, comment gérer cette problématique? Slide suivant. Donc, si je résume, je vais repasser assez vite. Il y a les enjeux fonctionnels. J'ai un peu évoqué. C'est un système d'information. Il y a une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle tendance en permanence. Il faut y faire face et s'adapter aux contraintes. Il y a des enjeux technologiques. Ouais, parce que quand on parle d'innovation, souvent, on pense que l'innovation, c'est que technique. C'est vrai. Allez, avant les années 2000, on parlait de système client-serveur. Voilà. Après, il y a eu l'arrivée des technologies Internet. Alors là, c'était l'explosion des self-service. Enfin, on faisait sa demande de congé par un formulaire à l'écran, au lieu d'avoir un formulaire papier. Donc, OK.
Et aujourd'hui, il y a des nouvelles avancées technologiques. Vous avez dû entendre parler du RPA, donc ce qu'on appelle les robots process automation, qui permet d'aller très 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 loin dans l'automatisation des tâches répétitives. Vous avez dû entendre parler de l'intelligence artificielle. Alors tout le monde pense à un petit chatbot. Ouais, mais maintenant l'intelligence artificielle, ça peut aller plus loin sur les machine learning, les machines qui apprennent tout seules, qui peuvent vous pousser des suggestions. Mais ça, c'est la technologie. Pour l'utilisateur, la technologie, il s'en fout. C'est quel usage vous allez en faire. Donc, n'empêche qu'il faut le suivre parce que ça peut avoir un vrai impact, notamment dans une fonction qui de plus en plus s'optimise. Ouais. De plus en plus, notamment sur la partie réglementaire, on vous demande de faire plus avec moins. Donc, alors plus avec moins, ça veut dire à moins de ressources, gestionnaires. D'autant plus que, par exemple, la partie administrative attire de moins en moins de gestionnaires. Donc, il faut arriver à automatiser de plus en plus, et grâce à cette technologie, on peut le faire. Mais il faut le suivre. Et après, il y a les enjeux de transformation. On est en plein dans une transformation aujourd'hui avec ce fameux débat de distanciel, présentiel, télétravail ou pas télétravail, révolution sur l'environnement de travail. C'est un vrai enjeu de transformation. Puis il y en a bien d'autres. Et tout ça, forcément, a un impact organisationnel parce que la vie d'une entreprise fait que l'organisation change, j'allais dire tous les 4 matins, pas tous les 4 matins, mais change régulièrement. Donc voilà, ça, il faut y faire face. Très bien. Donc, on y fait face comment? Parce que finalement, c'est votre problématique. Donc maintenant, comment nous, on va dire, éditeurs de solutions RH, de systèmes d'information RH, on peut vous accompagner pour faire face à tous ces enjeux. Donc, il se trouve que Talentia, on a, même si peut-être qu'on a un déficit de notoriété, n'empêche qu'on a une sacrée belle solution. Et on l'a construite assez récemment en se disant, qu'est-ce qu'on voit comme tendance? Comme tendance, de plus en plus dans le monde RH, on place le collaborateur au centre de tout. C'est marrant, si j'étais dans le monde du commerce, je vous dirais, on place le client au centre de tout. D'ailleurs, on parle d'expérience client, on parle et à l'inverse, on parle de plus en plus d'expérience collaborateur. C'est vrai. Pour favoriser l'engagement, parce qu'avant il fallait attirer les talents, après il fallait les fidéliser, puis après on s'est aperçu que dans l'entreprise, tout le monde a des talents. Même le gars au fin fond dans l'entrepôt, quand on lui dit de revoir la logistique de livraison, notamment parce que les livraisons, ça devient clé, la logistique, dans un monde de commerce, même ce collaborateur-là, c'est un talent caché. Donc finalement, tout l'enjeu maintenant, c'est comment favoriser l'engagement du collaborateur. Et quand on cherche à favoriser l'engagement du collaborateur, il faut le mettre au centre de la problématique, de son expérience. Nous, les systèmes d'information RH aujourd'hui, ils doivent mieux connaître le collaborateur. D'où l'importance d'avoir un SIRH centré sur et au service du collaborateur. Et après, on retrouve autour ce qu'on appelle un corps RH, qui est là où je centralise toute l'information. On va déployer des processus. Alors là, vous le voyez, on l'a mis en violet. Ouais, je crois que ça apparaît violet plutôt. Bleu-violet. Des processus qui sont plus des processus de contraintes administratives. Hein, donc des processus d'administration, de paye. Et puis en amont de tout ça, de plus en plus de gestion des temps et activités, qu'on a vu apparaître dans le cas des 35 heures, hein, c'est un peu vieux ça, qui déploie de plus en plus, parce que de plus en plus, on est dans une individualisation des temps de travail. Et puis le télétravail, vous allez voir, ça va encore rebooster ce rapport à la gestion du temps de travail, de la présence, de l'absence, avec une autre manière de mesurer ce temps de travail. D'où l'importance d'avoir dans son CRH un système de gestion des temps administratifs réellement de plus en plus intégré. Et puis, dans notre solution, donc autour de cette connaissance collaborateur, ce qu'on retrouve dans la bulle du milieu, c'est dans le corps RH, autour de ça, on va déployer effectivement ce qu'on appelle du talent management, donc qui va du recrutement, de la mobilité interne, de la formation, c'est-à-dire favoriser l'employabilité du collaborateur, de son développement, en lui faisant vivre des expériences différentes pour qu'il reste dans l'entreprise en contribuant à la réussite de l'entreprise. Et puis la partie, on va dire, reconnaissance en termes de rémunération. Donc,
tout ça, c'est ce qui compose notre système d'information RH. Donc, si on clique, slide suivant. Donc voilà, ce système, donc dit différemment, vous avez bien compris, on a la donnée des collaborateurs au centre, les référentiels de l'entreprise au centre. De plus en plus, on peut être sur des boîtes, on peut avoir une entreprise française, puisque vous verrez tout à l'heure, nous, notre ADN, c'est l'ETI. N'empêche que même si on a une entreprise française, on peut avoir quelques particularités, différentes activités, voire différentes implantations régionales. Puis de temps en temps, de plus en plus, les ETI s'ouvrent à l'Europe, s'ouvrent au monde. Donc, il faut pouvoir avoir la capacité à gérer des collaborateurs qui sont les salariés français, des salariés non français, des salariés qui vivent dans des conventions collectives différentes, et des fois des salariés, ou non, pas des salariés, des contributeurs à la réussite de l'entreprise qui justement ne sont pas salariés, mais qu'on va gérer comme les autres, notamment sur les domaines temps et activité. D'où l'importance de ce corps modèle, référentiel, dossier collaborateur, localisation, déploiement de processus. Avec un point d'entrée, qui est le portail, c'est la partie visible, et ce point d'entrée d'ailleurs toute l'application, on va pouvoir y accéder de différentes manières. C'est la couche mobilité, ce qu'on appelle le ATAWAD, le Anytime, Anywhere, Any Device. C'est-à-dire de plus en plus, le gestionnaire, bien sûr, il va peut-être utiliser un laptop ou un PC parce que il va utiliser plusieurs écrans. Ouais, mais le manager, il va peut-être utiliser une tablette. Et le collaborateur, son système, il va pas rentrer par un laptop, il va utiliser un smartphone. Voilà, d'où l'importance d'avoir un système moderne qui se passe ce qu'on appelle responsive design. Et après, donc à partir de ce portail corps modèle, on va y déployer des processus de temps d'activité. On va faire face à la contrainte réglementaire, la paye, avec ses couches de portail DSN et prélèvement à la source, donc ces couches, je dirais, sociales et fiscales maintenant. Et puis on va déployer tous les modules qu'on a évoqués tout à l'heure. Avec en plus de la mobilité, on va également avoir un aspect collaboratif. Non, reviens sur le slide, Rabia. Un aspect collaboratif. Parce que maintenant, les systèmes modernes, c'est pas chacun travaille dans son coin en silo. On favorise la collaboration. Donc des processus, mais également des chats. Parce que le processus, il structure un processus. Un chat rentre de la fluidité dans l'échange entre le manager et l'expert RH, entre le collaborateur, son manager, ou le gestionnaire de paye. Voilà. Aujourd'hui, on essaye de tuer l'info-obésité. Donc, dans les systèmes d'information, c'est un peu ce qu'avait inventé Steve Jobs avec l'iPhone. Dans le système d'information, on va avoir un tout en un. On va poser sa demande de congé, on va chatter avec le gestionnaire de paye, si on a une question sur la paye, on va accéder à ces dossiers numériques pour enfin et peut-être arriver à tuer le papier. On va accéder à de l'analytique embarquée pour avoir les indicateurs qui vont vous pousser à l'action. Sur un système d'information intelligent, c'est plus une navigation classique à travers des menus. C'est des indicateurs qui vont vous dire « Hey, toi, manager, ton indicateur égalité homme-femme, il est dans le rouge. Donc, pense qu'au prochain recrutement, c'est plutôt des femmes que tu vas embaucher. » On lui dit pas. L'indicateur va lui dire « Ah, t'es pas à la norme de l'entreprise. » Vous voyez un indicateur? Même plus intéressant qu'un long menu de navigation. Et puis, le système RH, aujourd'hui, il est dans un monde ouvert. C'est pas un truc propriétaire fermé. Je parlais de test and learn tout à l'heure. De plus en plus, dans le monde RH, il y a plein de startups qui sont innovantes. Des fois technologiquement, mais des fois en termes de pratique RH. Donc, c'est intéressant que le système d'information maître et son principal puisse héberger en plug and play, parce qu'il a une couche d'interopérabilité, des applications plus petites, plus réduites, ne serait-ce que pour les tester. Test and learn, ça veut dire je plug, je teste, ça marche, je garde, ça marche pas, je déplug, j'en prends une autre. Système d'information ouvert. Donc ça, c'est la logique de notre solution. Slide suivant. Autre chose qui est importante, alors j'ai parlé de l'expérience collaborateur, ok, très bien. Mais aujourd'hui, de plus en plus, nous, dans notre vie courante, chacun utilise des applications. Quand vous faites vos courses en ligne, vous avez vu dans les 10 dernières années, vous avez vu l'évolution des supermarchés en ligne.
Avant, c'était compliqué, on passait un temps fou pour sélectionner son panier, c'était de plus en plus, ils sont arrivés à simplifier, à pousser, etc. Donc, chacun dans notre vie, on utilise de plus en plus des systèmes qui sont simples d'usage, en clair, qui sont ergonomiques, où on réfléchit à l'expérience utilisateur. Et ben, les systèmes d'information modernes et même un SIRH moderne, il se doit de vous apporter le même niveau de confort. Enfin, c'est plus que du confort, hein. La UX, c'est avant tout de l'efficacité. C'est pour ça que dans le même système, il va y avoir des vues différentes. Un gestionnaire de paye, il va raisonner par rapport à une gestion de masse. Des alertes, parce qu'il attend que le système l'alerte sur éventuellement les payes qui vont poser problème, sans qu'il y pense. Et surtout, une gestion de population. Son point d'entrée, c'est un rapport à l'efficacité, donc aux populations, à la gestion de masse. Un manager, lui, non, il a des actions RH, il en fait de temps en temps. Donc, il a besoin d'être guidé pas à pas. Donc, dans le même système d'information, on va faire cohabiter des espaces légèrement différents. C'est la même application, hein, c'est le même look and feel, mais des rapports différents. Voilà. Donc, ça, c'est essentiel. L'expérience utilisateur. Slide suivant. Et au-delà de toute cette complétude modulaire dans notre système, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on est dans le monde de l'ETI, donc souvent on bâtit un cœur, on commence par la paye, par la GTA, un peu de formation, et peut-être petit à petit, si le besoin le nécessite, ben on complète. Donc c'est avant tout modulaire et c'est essentiel. Bon, il y a quand même une brique qui est quand même structurante dans un SIRH, c'est la paye. Pourquoi je dis qu'elle est structurante? Parce que c'est la plus sous contrainte. Et sous contrainte qui n'est pas choisie. C'est pas vous qui choisissez les lois. C'est pas vous qui négociez vos conventions collectives. Vous négociez éventuellement vos accords d'entreprise, mais des fois les négociations font sortir des choses un peu complexes. Voilà. Donc un cœur paye, c'est là où on va retrouver le maximum de complexité. Et si on veut vous aider, il faut qu'on arrive à simplifier cette complexité en allant loin dans son automatisation. On n'arrivera jamais à annuler la complexité. Elle s'impose à vous. C'est pas nous qui faisons les lois, hein. L'histoire du Covid avec ses 4 types d'arrêt maladie, c'était comme ça. On vous l'a imposé. Pas nous, hein. Le législateur vous l'a imposé. Par contre, nous, éditeurs, et plus éditeurs et apporteurs de plateformes de services, globalement, on peut arriver à vous simplifier la vie en allant loin dans l'automatisation. Dans la mesure où le système d'information le permet. Donc, dans la mesure où on a un système de paye, un cœur paye, qui sait gérer tout ce qui est les multi-tout. Multi-sociétés, multi-établissements, multi-conventions, multi-structures, multi-contrats. Les multi-contrats successifs, mais surtout les multi-contrats simultanés. Voilà. La rétroactivité, parce que on a oublié un truc, ça serait plus simple si j'étais pas obligé de refaire des calculs manuels quand je dois faire un truc rétroactif sur plusieurs mois. Voilà. Faire des paies à l'envers, ce genre de choses. Donc il se trouve que notre moteur, la façade est ergonomique, vous voyez 2-3 copies d'écran, et le moteur derrière est puissant et permet d'automatiser vos particularités et surtout vos complexités. Gage de gain de temps pour l'utilisateur. Voilà. Donc ça, c'est comment vous accompagner sur un système d'information moderne. Voilà. Dans ce webinaire, on n'aura pas le temps de vous faire une démonstration parce que c'est la séquence est courte. Et vous avez vu deux, trois écrans, c'est assez intéressant. Mais je voudrais partager avec vous une conviction. Ma conviction, c'est OK, j'ai le bon système d'information. Allez, si je suis un peu provocateur, j'ai la bonne boîte à outils. Ouais, mais est-ce que c'est suffisant? Voilà. Est-ce que c'est suffisant pour faire face à l'évolution, j'allais dire, permanente ou du quoi, récurrente de votre entreprise? Parce que les entreprises, elles bougent, elles évoluent. Une entreprise qui ne bouge pas, c'est une entreprise qui meurt. C'est un peu provocateur, mais quand même, c'est un peu ça. Et on l'a dit tout à l'heure, quand une entreprise bouge, ça veut dire qu'il y a à chaque fois un impact sur social et de plus en plus fiscal, et un impact sur les pratiques RH.
Autre chose, comment faire face, on l'a dit tout à l'heure, aux contraintes réglementaires qui s'accélèrent. Hein, je veux dire, alors je ne sais pas si c'est lié à notre dernier président de la République, mais je veux dire, depuis quand même une dizaine d'années, les contraintes réglementaires s'empilent les unes aux autres. Donc ça s'accélère. Bon, moi qui suis à un certain âge, quand je ressors mon premier bulletin de paye, quand je sors mon dernier bulletin de paye, j'en vois les lignes qui se rajoutent. À tel point que maintenant, on a dû inventer le bulletin clarifié pour faire croire que les bulletins étaient simplifiés. Non, en réalité, c'est pas plus simple à simplifier, c'est qu'ils étaient sur 2 pages, donc on a voulu les mettre sur une page, artificiellement. C'est bien révélateur que les entreprises doivent subir ces contraintes réglementaires. Et après, il y a la partie sécurité. Bon, l'histoire du RGPD, certes, mais au-delà de ça, au-delà du RGPD, je veux dire, on est dans un monde où les hackers se baladent un peu partout. Donc, il faut arriver quand même à avoir des systèmes paradoxaux. Parce que les systèmes qui doivent être ouverts, pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir faire du test and learn sur les pratiques et plugger des applications externes, voire aller sniffer, par exemple, tout le profil LinkedIn de vos collaborateurs, parce que c'est là où il y a le plus d'informations que dans mon profil SIRH. Donc, on doit donner des systèmes ouverts. Ça, c'est un paradoxe. Mais on est de plus en plus attaqué. D'où l'importance de raisonner en termes de sécurité et avoir une sécurité forte. Et une sécurité forte, ça nécessite de l'investissement. Est-ce qu'une ETI a la capacité d'investir seule? Et tout ça, forcément, a des coûts. Donc, comme on est dans un monde où il faut optimiser les coûts, ces coûts d'exploitation, ces coûts de maintenance, il faut les raisonner. Quand je pose ce cadre-là, moi, je me dis, OK, même si c'est la bonne application, ça va pas suffire. Et effectivement. Donc, c'est pour ça que nous, quand on parle de paye, quand on parle de SIRH, on a bien ces 2 enjeux. Un enjeu d'utilisation, l'expérience utilisateur, je reviens pas, mais également des enjeux techniques. Et ce qu'on doit vous apporter, c'est une plateforme de service, plus qu'une plateforme applicative, qui va régler ces 2 paradoxes, enfin pas paradoxes, ces 2 enjeux majeurs. Alors, de quel service parle-t-on? Ça suivant. Voilà. Je vais partir dans la couche basse. Donc, je vais lire le slide, mais en partant du bas. Voilà. Premier service qui paraît très traditionnel, de plus en plus en SIRH. Alors, c'est de plus en plus vrai dans tous les systèmes d'information. Alors, on peut prendre ça pour un effet de mode. Non, c'est pas un effet de mode conjoncturel, c'est un effet structurel. Pour l'une des raisons que je vous ai données tout à l'heure, notamment, c'est sur la partie sécurité, mais également sur la partie mutualisation de l'exploitation. De plus en plus, les solutions sont les solutions SaaS, c'est-à-dire que c'est une solution qui est hébergée, si je prends un peu un terme à l'ancienne. Mais elle est hébergée, pourquoi? Parce que moi, comme j'héberge tous mes clients, et vous voyez tout à l'heure, on en a 3600, ça m'a permis, dans le data center, les data centers qui font ça, de surinvestir sur la couche sécurité. Ce qu'une entreprise tout seule pourrait pas faire, moi je l'ai fait parce que je sais que ce surinvestissement en termes de sécurité, puis pas que, mais je focalise sur la sécurité, je vais le rentabiliser sur l'ensemble de mes clients. Et ça, c'est clé. Vous voyez, le SaaS, c'est pas que de la mode. Il y a une vraie raison sur la couche basse, qui est la sécurisation. Il y a une autre raison. C'est que les systèmes d'information, on l'a vu tout à l'heure, ils évoluent beaucoup. Donc, en nous le confiant, on va pouvoir gérer les maintenances, c'est-à-dire les mises à jour régulières, les patchs, tout ça, c'est plus votre souci. Il faut y faire face. Je reviens toujours sur la sécurité. Dans vos applications personnelles, là, quand vous utilisez un smartphone, moi je suis un geek, donc j'ai plein d'applications. J'ai des mises à jour tous les jours. Donc heureusement que c'est simple à faire. Sur des systèmes d'information d'entreprise, c'est moins simple. Donc, autant nous le faire d'une manière industrielle plutôt que vous le faire d'une manière individuelle. Donc vous voyez, la partie SaaS, elle a un intérêt en termes de coût d'exploitation, d'industrialisation de son exploitation, de sa maintenance et de sécurisation de votre solution. Donc ça, c'est le premier niveau de service, un peu informatique. Après, il y a des niveaux de service également applicatifs. On l'a dit tout à l'heure. La partie réglementaire, si je parle du cœur paye, elle est essentielle. Alors,
Chaque entreprise peut suivre la loi, hein. Chaque entreprise peut suivre sa convention, pas de souci. Ouais, on pourrait peut-être vous aider là-dessus. On pourrait dire qu'on va faire une veille réglementaire, une maintenance réglementaire, puis essayer de mutualiser ça sur l'ensemble de nos clients. Ça ne veut pas dire qu'on va pas vous demander votre avis, mais on va collaborer. Ça sera plus efficace. Et puis on va faire évoluer. Et puis après, il y a d'autres services que j'ai détaillés tout à l'heure. L'autre clé de tous ces services, c'est pas des services à la carte. Parce que si on fait des services, alors on pourrait faire des services à la carte. Parce que là, je vous vends une tierce maintenance applicative, pour parler un terme à l'ancienne. Et puis, j'attends que vous me passiez commande, j'attends que vous me disiez ce que je dois faire. Ouais. Sauf que vous avez vu, il y a différents services. Il y a l'hébergement, il y a la maintenance réglementaire, il y a votre propre maintenance évolutive, puis il y a les besoins d'assistance fonctionnelle qui vont se pointer. Tout ça dans la durée, hein. Un système d'information RH, ça se garde en moyenne 12 ans. Donc, il ne s'agit pas de courir faire un projet sur 6 mois, 1 an, toc toc, on fait un sprint, puis après, on va se dire, ben, pendant 12 ans, je me débrouille. Non. Ça veut dire que tout ça doit être structuré, organisé. Donc, il faut qu'il y ait une tête de pont. Donc, chez tous nos clients, il y a un pilote. Alors, il s'appelle un HR Business Leader. En clair, c'est un référent. Alors, vous verrez, c'est outillé, il y a un système de ticketing, tout ce genre de choses. Mais il y a quand même une tête de pont. C'est comme si c'était un directeur de projet sur la durée. C'est un référent. Il est là pour gérer la relation client, gérer la partie opérationnelle de l'ensemble des services et des engagements surtout qu'on va prendre vis-à-vis de lui. C'est lui qui gère. C'est lui le hubber. C'est lui qui va driver la partie technique, la partie métier, etc. Vous avez un pilote dans l'avion. Ça, c'est clé. C'est la clé de voûte, d'ailleurs. Et d'ailleurs, si on prend l'organisation, finalement, comment on le vit au quotidien? Ben, c'est simple. Vous voyez à gauche, donc du beau triangle, il y a vous. Au cœur du succès, au cœur de la satisfaction client, il y a d'abord le client, il y a vous. Et vous posez pas de questions. Vous avez des demandes, il y a des demandes diverses et variées, vous posez une question, ou vous avez un besoin de faire quelque chose, pof, vous rentrez en contact avec votre pilote, votre HR Business Leader. Bien sûr, tout ça est tracé à travers un système de ticketing, parce que, comme on le verra tout à l'heure, tout ça est mesuré. Si on ne le mesure pas, bah, globalement, c'est dans l'aveugle. Donc, tout ça est mesuré avec des engagements. Donc, tout ça est tracé. Donc, il y a un système de ticketing. Puis, comme on le voit sur le CRL, après, c'est plus votre problème. Le référent, c'est à lui de savoir s'il doit faire intervenir des gens techniques, des gens métiers, ou éventuellement la R&D. Ah oui, ça, c'est un autre point essentiel. Quand vous vous adressez à un acteur qui est maître de son propre destin, c'est-à-dire qui construit l'application, qui l'héberge, qui la met en œuvre, qui la maintient, qui la co-maintient à la limite avec vous, bah c'est plus simple. C'est-à-dire que vous avez en face de vous quelqu'un qui est maître de son destin et surtout maître de l'ensemble de la chaîne de construction et de production. Voilà. Donc nous, c'est ce que notre cas. À l'origine, on est un éditeur, donc on a la main sur notre R&D. Ok. Ça, c'est important. Donc voilà la relation. Donc, alors premier niveau de service, l'assistance fonctionnelle. Là, on est dans l'utilisation. Alors, ça ne se substitue pas à une formation, bien sûr qu'on forme nos clients. Mais il y a des fois des choses qu'on fait rarement. Voilà. Par exemple, on a tout à l'heure, je vous ai parlé d'analytique embarquée, donc on a des indicateurs, des tableaux de bord, ce genre de choses. Bon, c'est peut-être tout d'un coup, vous voulez paramétrer un autre indicateur, parce que c'est assez simple à faire. Quelqu'un de métier chez vous pourrait le faire, mais bon, pour une raison XY, vous voulez être aidé, hop, assistance fonctionnelle. Et on va vous aider à faire votre indicateur. Plutôt que de chercher dans la doc ce genre de choses, c'est quelque chose que vous faites rarement, donc on peut vous apporter une assistance fonctionnelle. Assistance fonctionnelle aussi, c'est dans la vie courante, ce qui peut arriver, c'est que vous voulez exprimer, vous voulez faire une demande d'évolution, vous avez un nouveau workflow, un nouveau processus à mettre en œuvre, ou une nouvelle règle de paye à paramétrer parce que vous êtes en train de négocier un accord d'entreprise. Et vous savez pas, vous êtes métier, donc vous allez l'exprimer avec vos mots. Et là, votre référent, ou dans le cadre de l'assistance fonctionnelle, va vous aider à
exprimez votre besoin pour que nous, quand on le traitera éventuellement, on sache mieux le faire. Donc, c'est ça également l'assistance fonctionnelle. C'est vous aider à exprimer vos besoins, c'est des mini-analyses. Alors, je parle pas de gros projets, mais je parle de la vie courante. Un autre exemple, alors la très pay-pay, vous connaissez les portails DSN, donc ça a été voulu par le législateur, c'est-à-dire organiser tout ce qui est déclaratif, on va dire simplifier les déclaratifs. On a un peu oublié, mais à une époque, il fallait faire la déclaration par l'URSSAF, la déclaration par les caisses de retraite, les prévoyances, etc. Bon, maintenant on a un seul canal. Ouais, bon, c'est pas si facile que ça. Et notamment, il y a la liaison avec Net Entreprise. Souvent, on voit remonter des comptes rendus métiers qui ont de métier que de métier. Bon, voilà, l'assistance fonctionnelle est là pour vous aider. Attendez, je vais vous lire à votre place le compte rendu métier, je vais vous expliquer ce qui se passe et quelle entre guillemets, erreur vous devez corriger dans votre système d'information. C'est un assistance fonctionnelle. C'est du quotidien, c'est du vécu, c'est de l'huile dans les rouages, de la fluidité garantie. Ça, c'est un point. C'est du service. Troisième point. Hop, le slide suivant. Troisième point, c'est comment j'organise un cercle vertueux. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'un système d'information, ça vit tous les jours. J'exagère, quoique non, ça vit tous les jours. Donc, il faut que toutes les actions de maintenance rentrent dans un cercle vertueux, un cycle d'amélioration continue. Le premier socle, ok, il est très éditeur. Alors, en tant qu'éditeur, donc je vous ai mis la partie applicative dans votre plateforme, très bien. En plus, comme c'est hébergé chez moi, tout ce qui est les maintenances préventives, correctives, les patchs, etc., très bien. Moi, je m'en charge. Donc, vous êtes à peu près, enfin, c'est pas à peu près sûr, vous êtes sûr que vos utilisateurs sont en permanence avec les dernières versions de l'application. Voilà. Et comme je vois ce qui se passe à droite et à gauche sur mes clients, je peux anticiper éventuellement, entre guillemets, des problèmes. Ça, c'est ma première socle. C'est comme un iceberg. L'iceberg, il se tient bien parce qu'il a un socle qu'on ne voit pas, mais qui est essentiel. C'est la maintenance en conditions opérationnelles. Technique, c'est plutôt lié à l'application, mais c'est essentiel. Une fois qu'on vous garantit ça, derrière, il y a les deux volets. La conformité réglementaire, qui est la maintenance contrainte, subie. Voilà. Donc là, effectivement, on va la faire pour vous. Voilà, on va la prendre en compte, on va mesurer les impacts sur vos paramétrages et tout ça est dans une enveloppe forfaitisée pour que quand il y a une nouvelle loi, on voit l'impact et on modifie on adapte votre réglementaire à cette nouvelle loi. Et ça vous permet de mieux vivre cette contrainte subie. Et à droite, il y a l'évolution fonctionnelle. Parce que vous avez le droit de faire également vos propres choix, de faire l'acquisition d'une société avec une nouvelle convention ou de faire des changements. Donc là aussi, il faut organiser une fluidité contractuelle, donc ce qu'on appelle un budget de fonctionnement, qui fait que on n'a pas besoin de faire des devis dans tous les sens, d'attendre que vous signiez le devis, pour en toute agilité et surtout en toute réactivité, faire face à ces évolutions. Donc ça, c'est les 3 niveaux de maintenance qui fait qu'on rentre dans un cercle vertueux. Comme j'ai beaucoup parlé, donc je vais aller plus vite là-dessus. Donc, premier niveau de maintenance, je l'ai évoqué, c'est la maintenance réglementaire. Ok. Donc, on publie régulièrement, mais surtout, on met en œuvre. Voilà. Alors, par rapport à d'autres, sur la maintenance réglementaire, on n'est pas ayatollah. C'est-à-dire que même si on est force de proposition, on va partager avec vous parce que même dans une maintenance réglementaire, de temps en temps, il y a de l'interprétation. Donc, il faut qu'on en discute. Par rapport à d'autres qui vont vouloir vous faire entrer dans un modèle très étroit, très contraint. Non. Nous, dans un monde, plus de dialogue. Donc, 4e brique, l'évolution fonctionnelle. Donc là, comme on ne peut pas l'anticiper, difficilement la mutualiser sur un groupe de clients, donc là, c'est plus individuel, donc ce qu'on appelle une évolution fonctionnelle, un budget de fonctionnement, avec un catalogue de services, pour que globalement, on sache qu'un nouveau workflow simple, c'est tant de jours, un nouveau workflow un peu plus compliqué, c'est tant de jours, une nouvelle règle, etc. Donc, c'est transparent là-dessus, et on en parle, parce que d'autres font l'impasse, et puis après, en cours de route, ils vous font des devis. Non, nous, on aime bien être transparent vis-à-vis de nos clients. Donc, on prévoit un budget de fonctionnement sur tout ce qui peut arriver dans l'année. 5e point, on l'a parlé tout à l'heure, donc c'est la couche basse, donc c'est l'assise,
une assise bien solide qui fait qu'on peut après, sur un socle bien solide, être très agile, c'est la partie hébergement. Donc, je ne vais pas y passer trop de temps. Si l'hébergement, bon, vous avez bien compris qu'il était sécurisé, qu'on faisait les sauvegardes, les restaurations, qu'on montait des versions, qu'on allait loin. C'est pas juste un data center, c'est pas juste un serveur qu'on pose pour vous. Non, non, on gère tout. Ce qui compte surtout dans cette organisation vertueuse, c'est le modèle de gouvernance. C'est essentiel parce qu'au tout début, je vous ai dit, il y a un pilote. Okay, mais le pilote, il n'est pas là pour vous faire des rapports sur Excel. Hein. Il est là pour établir une gouvernance avec vous. Premier niveau de gouvernance, il y a alors c'est une réunion. Alors ça dépend de la stabilité ou la créativité de votre société. On appelle un suivi de production. Voilà. Donc une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, on voit avec vous la fréquence. Souvent après la paye, si vous avez pris le module paye, on va faire un suivi de production. Là, c'est très opérationnel. On regarde si c'est bien passé, et puis transparent, on regarde si c'est pas bien passé pour tout de suite corriger le tir, pour que le mois suivant, ça se reproduise pas. N'oubliez pas le cycle d'amélioration continue. Ça, c'est la production. Autre réunion, le comité de pilotage. Le comité de pilotage, ça a lieu tous les trimestres. Et là, on ressort le contrat. Et surtout, on regarde les engagements qu'on a pris avec vous, les fameux SLD. Et on voit si on est dans les clous ou pas dans les clous. Puis on regarde également la convention de service qu'on a signée avec vous, qu'on met en place au début des services récurrents, pour voir s'il faut l'adapter. Parce qu'une convention de service, si vous restez 10 ans avec nous, vous imaginez bien qu'elle vit aussi. Voilà, les interlocuteurs changent, la procédure d'escalade va changer, ce genre de choses. Donc une convention de service, ça se regarde de temps en temps pour éventuellement la faire évoluer. Dans le comité de pilotage, on essaye de voir ce qui peut se passer dans le trimestre suivant, pour voir, nous, si on doit organiser ce qu'on appelle une capacité planning, c'est-à-dire des ressources complémentaires pour faire face à une évolution, à un mini-projet que vous partageriez avec nous. Dernière gouvernance, le comité stratégique, c'est une fois par an, où là, on mesure la satisfaction, parce qu'on a une démarche de mesure de la satisfaction client, avec d'ailleurs des Customer Success Managers, qui sont pas votre référent. Votre référent, il est très opérationnel. Customer Success Manager, c'est des gens qui vont avoir un autre regard, différent. Voilà. Comme ça, ils challengent le référent. On crée une dynamique vertueuse au sein de notre entreprise, où on se challenge entre nous. Mais ce comité stratégique, il est là pour mesurer la satisfaction, puis surtout se projeter sur l'année suivante. C'est-à-dire, vous allez nous dire ce qui peut arriver, histoire que nous, on s'organise par avance. Donc la gouvernance, elle est essentielle. Et je l'ai parlé tout à l'heure, donc on va pas les défiler, mais vous avez bien compris que quand on parle de satisfaction, on parle de mesure. Pour mesurer, il faut mettre des indicateurs de mesure et voir si on reste dans les clous ou pas dans les clous. Finalement, s'il n'y a qu'une chose à retenir dans le contrat qu'on signe avec vous, c'est ces indicateurs-là. Point barre. Slide suivant. Donc, qu'on veut partager avec vous. Vous l'aurez bien compris que nous, notre solution est un SIRH. Première brique, oui, il faut la partie applicative. Il faut une plateforme applicative avec des fonctionnalités, avec une expérience collaborateur, une expérience utilisateur, qui soit moderne, qui soit simple. En façade, c'est simple. En façade, les gens vont avoir plaisir à utiliser l'application. Parce que fonctionnellement, elle fait le job. Et en termes d'utilisation, elle fait plaisir. Ça, c'est le point clé. Et après, par contre, nous, notre conviction, c'est que dans ce monde très instable qu'est le monde de la RH, très instable, c'est pas méchant que je dis ça, mais très instable parce que la RH, c'est au cœur de l'entreprise. Quoi qu'il se passe dans l'entreprise, il y a un impact sur la RH. Et donc, il faut accompagner ces évolutions, d'où la notion d'accompagnement avec des services. C'est pour ça que nous, on n'aime plus parler de logiciel de paye, logiciel RH. C'est fini ici. Nous, on parle de plateforme de service, composée d'une application et composée de services associés. Et c'est grâce à ça qu'on fera face à vos évolutions d'organisation réglementaire. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir, vous concentrer sur votre job, votre métier, le déploiement des bonnes pratiques RH.
Et c'est grâce à ça qu'on va avoir un rapport qualité-prix acceptable par votre direction financière. Voilà ce que je voulais partager. Donc là, je vais repasser la parole à Rabia, parce que Rabia, elle me dit toujours, arrête de parler, moi aussi je veux parler. Ah oui, 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 je veux parler et surtout, tu as été très bavard, mais c'était très intéressant. Merci Thierry. Alors rapidement, moi, je vais vous présenter rapidement Talentia, qui nous sommes, comme disait Thierry en préambule. Effectivement, notre notoriété n'est pas à la mesure de ce que nous faisons. Donc nous sommes un éditeur de solutions RH, comme Thierry vous l'a montré, avec une suite RH, mais également des solutions finance, avec la comptabilité, la consolidation, le reporting, l'élaboration budgétaire. Talentia est un groupe français avec une forte présence en Europe et nous avons le plaisir d'accompagner plus de 3600 clients, qui sont des ETI, comme nous d'ailleurs, puisque nous sommes une ETI avec 430 collaborateurs et nous dégageons 70 millions de chiffre d'affaires en 2019, qui fait preuve d'une pérennité et d'une assise sur le marché. L'innovation pour un éditeur, c'est primordial. Et bien sûr, nous, c'est pour cette raison que 15% du chiffre d'affaires sont consacrés à la recherche et développement. Donc voilà rapidement une présentation de Talentia. L'idée c'était pas d'être aussi long. Maintenant c'est de pouvoir échanger justement avec vous, voir si vous aviez des questions. Je n'en ai pas vu beaucoup passer sur le chat. Ça voudrait dire que Thierry, tu as été super clair. Par contre, j'ai fait passer un petit sondage. Je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que est-ce que Thierry vous a convaincu? Est-ce qu'il a été aussi convaincant qu'il l'est sur le sujet? Est-ce qu'il vous a embarqué avec lui sur l'idée d'avoir un SIRH embarquant forcément des services, ou bien est-ce que vous êtes plutôt non, je prends mon SIRH et les services c'est autre chose, c'est plutôt à la carte pour moi et pas du tout ce que Thierry nous a indiqué. On va voir si je vois pas de vote, malheureusement. Vous voulez pas répondre? Il est encore temps de répondre au petit sondage. Il faut répondre parce que mon bonus en dépend. Hein. Faites-le pour Thierry, s'il vous plaît. Si vous m'entendez, répondez. Je vais fermer les votes. Et voilà. Donc voilà, il n'y a pas eu de vote. Bah, tant pis. Bon, alors je vote pour moi-même. Je dis qu'il faut une plateforme de service plutôt qu'une seule plateforme applicative. Bien sûr. En tout cas, merci à tous. Si vous avez des questions, on a encore quelques petites minutes pour y répondre. Sinon, c'est que tout a été clair. N'hésitez pas à noter la présentation. Ça, c'est important. Le bonus de Thierry en dépend aussi. Je plaisante. Et bien, merci encore une fois à tous et puis à très bientôt. Si vous souhaitez avoir la présentation, n'hésitez pas à le noter. On vous l'enverra avec grand plaisir. Voilà, merci à toi Thierry. Merci Rabia pour cette organisation et merci donc aux participants qui étaient présents à ce webinaire et j'espère à très bientôt. À très bientôt.